Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui dans Smart Éducation sur la scolarisation des enfants déficients visuels. En France, près de 10 000 personnes aveugles sont scolarisées chaque année. Et selon la Fédération des aveugles de France, 600 enfants sont aujourd'hui sans solution ou sur liste d'attente. Elle interpelle aujourd'hui le gouvernement et lui demande d'intervenir rapidement en leur faveur. Enfants sans solution, manque d'enseignants spécialisés et disparités selon les territoires sont particulièrement pointées du doigt. On en parle aujourd'hui avec Bruno Gendron, le président de la Fédération des aveugles et amblyope de France. Il est notre invité. Bonjour Bruno Gendron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question, Bruno Gendron, en quoi consiste le travail de votre fédération? Est-ce qu'il s'agit d'accompagnement de personnes déficientes visuelles, de recensement? Expliquez-nous exactement. Alors notre fédération, elle accompagne les enfants déficients visuels essentiellement à travers un certain nombre d'associations membres du réseau fédéral. On est aujourd'hui à une cinquantaine d'associations sur tout le territoire. La Fédération des aveugles de France en tant que telle ne fait pas d'accompagnement, mais il y a un accompagnement de proximité dans un certain nombre d'associations, comme par exemple l'association de Montpellier ou celle de Brest. Et quant à la Fédération des aveugles de France, elle a tout un travail de lobbying auprès des partenaires, notamment politiques, pour justement permettre aux personnes aveugles et malvoyantes, et en l'occurrence ici aux élèves, d'avoir une formation de qualité. Alors expliquez-nous Bruno Gendron justement pourquoi vous avez décidé il y a quelques semaines d'interpeller directement le gouvernement sur cette question de la scolarisation des déficients visuels. Donc pourquoi ce timing-là? En fait, la primauté, c'est bien sûr l'inclusion des élèves déficients visuels, entendus au sens de aveugles et malvoyants, dans l'école de proximité. Et pour pouvoir suivre une formation à l'école de qualité, évidemment, il faut avoir des enseignants de qualité qui vont former les élèves comme tout un chacun, comme tout élève, mais il y a des apprentissages particuliers, spécifiques, par exemple l'apprentissage du braille, comment accéder à la lecture si on ne sait pas lire le braille. Un braille intégral où on écrit toutes les lettres, il y a un braille abrégé qui permet de condenser le braille, il faut l'apprendre. Comment aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut aussi accompagner les enfants pour qu'ils utilisent avec des outils adaptés, terminaux braille, terminaux vocaux, des outils informatiques, notamment l'ordinateur. C'est toutes ces questions-là qu'on essaye de travailler. Est-ce que vous pouvez définir pour nous, vous en avez un tout petit peu parlé là, définir pour nous la déficience visuelle, ce qui différencie les aveugles des malvoyants? Expliquez-nous exactement. Dans la perception française, dans la définition française, la personne aveugle, soit elle voit rien du tout, soit elle a au maximum un vingtième de vision corrigée. Donc un 20e, c'est quasiment rien. C'est en gros, on va dire, les perceptions lumineuses. On va voir qu'une lumière est allumée, éteinte. Parfois, il y a perception des couleurs ou pas. La malvoyance, c'est tout le spectre qu'il y a entre un 20e et 3/10. Ça, c'est un premier critère. Et l'autre critère, c'est le champ visuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, 5 ou 6/10 de vue, mais si on a un champ visuel complètement restreint, par exemple à 5%, ça veut dire que je peux vous voir que si vraiment je suis face à vous, mais si vous êtes sur le côté, je ne vous vois plus. Alors, vous faisiez des propositions tout à l'heure, vous parliez notamment des technologies. Comment ces enfants ils sont censés être accompagnés aujourd'hui dans le milieu scolaire? Comment ils sont censés, je dis bien censés, puisqu'on voit bien, ils ne sont pas tous déjà accompagnés, ça vous allez nous le dire évidemment. Voilà, comment ils sont censés, sur le papier en tout cas, ou dans la loi, être accompagnés, ces enfants? Alors, dans la loi, ils devraient normalement être accompagnés par le ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, on a un souci de ce côté-là, puisqu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas l'Éducation nationale qui souvent accompagne ces enfants, sur la partie spécifique, j'entends, mais ce sont les services médico-sociaux de proximité. Alors, on pourrait travailler sur... Et c'est ce qu'on essaye de faire, sur plus de liens entre l'éducation nationale, les enseignants, etc., et puis les services médico-sociaux. Ça, c'est un premier aspect. Et là où l'éducation nationale aussi a un axe de progrès important à faire, c'est sur les enseignants spécialisés, puisqu'il y en a peu.
que leur formation reste insuffisante et que du coup, un certain nombre d'enfants, je pense par exemple aux enfants du Gard, mais ils ne sont pas les seuls, restent aujourd'hui sans solution. Vous l'avez cité, les fameux 600 élèves du Gard. Pourquoi les enfants du Gard, justement? Pourquoi ces autres enfants? Vous dénoncez véritablement les disparités d'accompagnement selon les territoires. Comment on explique que dans certains territoires, ces enfants soient plus ou moins bien accompagnés? En fait, il y a toute une problématique autour de la prise de conscience des rectorats de l'éducation nationale. Certains vont aller plutôt dans le sens de l'ouverture d'enseignants spécialisés, d'autres ne le font pas. Alors, c'est le vrai fond du problème, c'est-à-dire qu'en France, comme partout, il y a une loi, et puis après, il y a la manière dont on applique la loi, et il y a des inégalités territoriales qui sont malheureusement très fortes. Bruno Gendron, est-ce que leur accompagnement, justement, est-il à l'image, selon vous, plus globalement de celui de la société, finalement? À l'école, on les accompagne, finalement, de la même manière qu'on les accompagne en société, c'est-à-dire très peu, des fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, pas suffisamment et pas sur les axes importants sur lesquels on devrait les accompagner. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on défend à la Fédération des aveugles et amblyopes de France, c'est deux choses. C'est la qualité de l'accompagnement, parce que un enfant qui va être accompagné par un professionnel de qualité, eh bien, c'est un enfant qui va être donc bien accompagné et du coup qui va pouvoir bien se scolariser et in fine faire des études supérieures, aller dans des formations professionnelles, avoir un emploi. Et à l'inverse, c'est un enfant qui est mal accompagné, ben, évidemment, il sera en difficulté. Et l'autre argument, après la qualité, c'est la spécificité de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui pour nous dans l'ADN profond de la fédération de bien être en phase avec les spécificités, et vous me les avez fait évoquer tout à l'heure, de la déficience visuelle. On ne va pas accompagner un enfant qui, par exemple, a une vision tubulaire, c'est comme s'il voyait à travers un tube. On ne va pas l'accompagner de la même façon qu'un enfant qui a une vision périphérique, c'est-à-dire qu'il ne voit que sur les côtés. On ne va pas accompagner un enfant aveugle qui aura une difficulté de représentation de tout ce qui est visuel, surtout dans un monde très visuel. Eh bien, on ne va pas l'accompagner de la même façon qu'un enfant malvoyant. Mais est-ce que vous demandez par exemple un éducateur spécialisé derrière chaque enfant aujourd'hui déficient visuel ou aveugle en France? Vous parliez de la formation des enseignants. Qui doit être formé aujourd'hui? Est-ce que ce sont les enseignants ou est-ce qu'il faut un tierce qui les accompagne aussi tout au cours de leur scolarisation? Alors sur les enseignants, moi je crois qu'il faut des enseignants spécialisés qui vont prendre en compte la partie déficience visuelle, et puis les enseignants classiques vont prendre en charge la partie classique, l'arithmétique, l'orthographe, etc. J'en passe, et des meilleurs. Et sur les enseignants spécialisés, aujourd'hui, et c'est une moyenne nationale, et on a évoqué les disparités tout à l'heure, on est à un enseignant spécialisé pour 18 élèves. C'est trop. Il a trop d'élèves, il ne peut pas tout gérer. Il faudrait être au maximum à 1 pour 10. Donc là, combien exactement en manque-t-il sur le territoire, selon vous? On n'a pas d'estimation statistique sur le manque. Par contre, on sait qu'il y a des départements, comme on l'a dit, qui en ont pas suffisamment. Et on sait aussi que la formation, elle est aussi insuffisante pour ces enseignants. Il y a toute la partie aussi qu'on n'a pas évoquée, la partie de transcription de documents, où là aussi, il y a besoin de vraies spécialités. C'est-à-dire que tant que c'est un ouvrage classique, littéraire, on peut à peu près le traduire d'un bout à l'autre. Mais dès qu'il s'agit, par exemple, moi, dans ma carrière, j'étais économiste de formation. Et donc, j'ai enseigné l'économie pendant 30 ans. Et en économie, il y a des courbes. Et donc, les courbes, il faut pouvoir se les représenter quand on est aveugle. Eh bien, il y a des procédés pour ça. Mais il faut, quand les transcripteurs font ce qu'on appelle de la transcription adaptée, ils vont essayer de restituer pour la personne aveugle qui va, comme c'est mon cas, utiliser le toucher. Eh bien, ils vont retraduire ça d'une certaine façon pour que la courbe, elle soit compréhensible. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le matériel scolaire, il n'est pas adapté aujourd'hui à ces enfants-là? Il n'est pas adapté. Alors, évidemment, on est dans un monde très visuel, donc il y a vraiment à travailler
il ne s'agit pas de retirer le visuel. L'idée n'est pas là. Parce que du coup, on serait nous qui combattons pour l'inclusion, on serait dans l'exclusion si on disait ça. Mais il s'agit vraiment d'être dans une dynamique inclusive, mais de se dire, voilà, quelles alternatives on peut trouver au visuel, ce qui d'ailleurs peut aussi permettre à des enfants, bien que voyants, mais qui ne sont pas fondamentalement des visuels, d'y retrouver leur compte. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment s'appuyer sur la technologie. Est-ce qu'il faudrait faire davantage confiance aux acteurs du privé qui, eux, développent des solutions justement au service, des fois, du soutien scolaire, au service de l'apprentissage des mathématiques, au service des dyslexiques aussi, et là peut-être aussi au service des déficients visuels? Est-ce qu'il faudrait s'appuyer davantage sur ce type d'outils aussi? L'éducation nationale devrait leur faire davantage confiance. Mais en fait, l'éducation nationale, elle travaille déjà avec des opérateurs privés, et elle a tout à fait raison de le faire. Après, il y a peut-être à diversifier les opérateurs, parce que très souvent, notamment pour le matériel adapté, il y a quelques matériels qui sont validés par l'éducation nationale. Or, les maisons départementales des personnes handicapées préconisent un matériel pour un enfant qui n'est pas celui qui est pratiqué par l'éducation nationale. Du coup, l'enfant va avoir celui de l'éducation nationale et il ne va pas y trouver son compte. Bruno Gendron, est-ce que vous avez été écouté par le ministère des Solidarités? Est-ce qu'il vous a entendu? Est-ce qu'il a entendu cet appel que vous avez passé? Alors, on est bien sûr écouté. Il y a toujours une différence entre une écoute bienveillante et la réalité des faits et la réalité de l'action. Alors, c'est vrai qu'on se bagarre depuis très longtemps, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, mais on se bagarre depuis très longtemps pour être entendu. Aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on promeut l'éducation inclusive, alors il faut mettre les moyens en face. Sinon, on est dans des incantations qui ne sont pas forcément de bonne aloi. Est-ce qu'ils vous ont écouté sur certaines propositions très concrètes, par exemple? Alors, on nous a écouté, en particulier, la Fédération a rencontré Geneviève Dariussec il y a 1 mois et demi. On nous a écouté sur la formation des professionnels. Oui. Je crois que c'est un vrai atout, ça. C'est-à-dire que, et entre autres, parce que la fédération elle-même forme des professionnels de la déficience visuelle, c'est un véritable atout. Et alors, ça a été repris effectivement par la ministre. Je crois avoir lu un peu rapidement, mais que dans le communiqué de presse du comité interministériel handicap, cet argument-là a été repris. Je me dis qu'on n'est certainement pas les seuls à l'avoir dit, mais on l'a aussi dit. Et je me dis qu'au moins sur cet aspect-là, on a été entendu. Alors, encore une fois, comment ça va se traduire dans les faits? Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup, Bruno Gendron, d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation, d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet de l'accompagnement des enfants déficients visuels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.